Donc Ferdinand Chevron-Breton, vous êtes CEO de Moji. Moji qui est, vous êtes opérateur de data center, c'est ça? Entre autres. Très bien. Et Pierre Aguerberry, bonjour Pierre, et vous êtes VP IMIA chez Datacore, c'est bien ça? Je ne me trompe pas de titre? C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Bonjour Eric, bonjour Ferdinand. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Eh bien, écoutez, merci d'être là tous les deux. Alors, Datacore, d'un côté, c'est un spécialiste du stockage. Hein, c'est ça, vous allez nous raconter, nous expliquer un petit peu ce que fait les services que vous proposez, les solutions que vous proposez. Ferdinand Chevron-Breton avec Moji, c'est l'infrastructure, c'est du data center. Et justement, on va parler des deux pans, vraiment du stockage d'un côté, du côté infrastructure de l'autre. Et ce que je retiens quand même de ce début de matinée, vu le débat qu'il y a eu tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur le fait que est-ce que le stockage des données est plus énergivore ou moins énergivore que le papier. Alors on va dire que Pierre nous a répondu et Guillaume aussi que dans l'ensemble, le stockage de données est moins énergivore que le stockage de papier. Ensuite, ce qu'on a appris, c'est qu'on conserve tous trop de données. Ça, vous allez être d'accord, je pense, tous les deux sur ce point-là, et qu'il va falloir qu'il y ait des possibilités pour réduire ce volume, en tout cas en faire autre chose que de les stocker tous de la même manière, ces données. Troisième chose, vu les commentaires qu'on a eus dans le chat et les questions et l'outil questions, c'est qu'on a tous l'impression que les systèmes de stockage et les infrastructures sont quand même en général hyper gloutons en énergie, ce qui n'est pas forcément vrai. Et il y a donc des solutions pour remédier à cela et rendre tout cela plus durable. Donc peut-être on va peut-être commencer avec vous, Pierre, sur le côté stockage et stockage pur chez Datacore. Comment vous adressez ce problème du stockage? Comment vous envisagez et permettez aux entreprises justement de rendre tout cela plus éco-responsable et plus durable? Alors, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de présenter nos solutions. Donc, Datacore, je ne vais pas vous présenter les 150 slides de la société parce que sinon je vais vous perdre rapidement. Donc, juste en fait, en quelques mots, qui nous sommes? Nous sommes un éditeur de logiciels américain. On a été créé au siècle dernier, en 1998. Donc, on a 26 ans d'existence maintenant. On va célébrer notre 26e anniversaire au mois de février. On a, pour nous mettre un petit peu dans l'écosystème informatique, on a la même durée de vie qu'une société qui s'appelle VMware, qui fait de la virtualisation de serveurs. Datacore fait de la virtualisation de stockage. Donc, on est une société à taille humaine. On est 300 personnes à peu près dans le monde. On fait que de la vente indirecte. Donc, notre travail, c'est de travailler avec un écosystème et de proposer des solutions clés en main. Et quel est le challenge principal qu'on adresse? Il est relativement simple. Quand vous prenez en fait aujourd'hui le monde du stockage, vous avez pléthore d'acteurs. Vous avez des sociétés avec lesquelles vous êtes certainement familiers, qui s'appellent HPE, qui s'appellent EMC, qui s'appellent NetApp, qui s'appellent Hitachi et j'en passe. Et tous ces constructeurs ont une particularité, c'est qu'ils ont une partie hardware et une partie en fait logicielle dans leur solution. Et leur partie logicielle, ils font en sorte de pouvoir cadenasser les clients avec un seul langage. Donc, si je peux faire simple, si on s'appelle EMC, on va parler français toute sa vie. Si on s'appelle NetApp, on va parler allemand toute sa vie. Si on s'appelle Hitachi, on va parler japonais toute sa vie. Datacore, on a inventé l'anglais. Et parce qu'on a inventé l'anglais du stockage, on est capable, en fait, dans des environnements, de pouvoir mixer des baies de stockage qui sont des baies de stockage d'une marque X avec une autre baie de stockage de marque Y. Alors, en quoi c'est intéressant, notamment en fait dans le cadre de la journée qui nous occupe aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les organisations informatiques de manière globale, quand vous regardez les data centers, tout ceci et tout le stockage est géré par silo. C'est-à-dire que si jamais vous avez de l'espace de stockage qui est disponible sur une baie particulière et que vous avez une autre baie qui a besoin d'espace de stockage parce qu'elle est arrivée en fait à saturation, et malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer le stockage libre de la première baie. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Et comme ils ne parlent pas le même langage, la seule solution que vous avez, c'est de rajouter une nouvelle baie, de reconsommer encore un peu plus d'électricité, d'augmenter votre empreinte à tous les niveaux. Et donc, Datacore, avec notre logiciel, on va régler ce problème-là, pour faire simple. Ce logiciel, son nom?
Alors, son nom s'appelle Sun Symphony. Et on le verra, en fait, on a deux produits dans notre catalogue. Un produit qui s'appelle Sun Symphony, donc qui est ce produit qui permet vraiment de virtualiser les stockages, et on est une solution agnostique. Donc nous, à partir du moment où on présente de la mémoire de masse, on a toujours en fait, on est toujours content de rappeler qu'il n'y a que deux constructeurs de stockage dans le monde. Une société qui s'appelle Seagate et une autre société qui s'appelle Western Digital. À eux deux, ils font à peu près 90% de ce qu'on appelle la mémoire de masse qui est consommée. Quand vous achetez une baie, on va dire, d'une marque X ou Y, comme celle que j'ai citée, par exemple HPE, vous n'achetez pas de la mémoire de masse HPE. HPE achète chez Seagate ou chez Western Digital et ils intègrent ça dans leur propre baie. La seule chose que ces gens-là font, pour schématiser, c'est un logiciel qui va vous permettre en fait de gérer cette baie et qui est un logiciel bien sûr propriétaire et qui fait en sorte qu'il vous limite en termes d'application. D'accord. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces technologies, la virtualisation du stockage, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'aujourd'hui, si jamais on fait un audit de toutes les personnes qui sont connectées, si on vient chez vous et si on regarde en fait quel est le taux d'utilisation de la baie que vous pouvez avoir avant d'en acheter une nouvelle, vous allez être très surpris, mais le chiffre à peu près mondial qu'il faut avoir en tête, c'est une statistique qui est lancée chaque année par un organisme indépendant, c'est de l'ordre de 48% de taux d'utilisation d'une baie avant d'en acheter une nouvelle. Alors on se dit, mais donc j'achète une baie qui fait 10 Tera, j'utilise 4,8 Tera et donc j'ai 5,2 Tera qui ne sont pas utilisés et que je n'utiliserai jamais. Donc le premier bénéfice de la virtualisation, c'est d'être capable de donner l'ensemble des Tera qui sont disponibles aux utilisateurs et donc d'optimiser l'utilisation de la baie. Ça, c'est la première vertu de la virtualisation. La deuxième vertu que l'on a aussi, c'est qu'on a un produit qui permet de la haute disponibilité. Donc, à partir du moment où vous avez deux éléments, en fait, qui sont soit dans le même campus ou soit qui sont éloignés, on est capable de garantir aux utilisateurs le fait qu'ils accéderont en permanence à leurs données. On est utilisé énormément dans les collectivités locales, mais aussi dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'environnements qui sont très sensibles et qui ne permettent pas l'interruption de service. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir accès à sa donnée. Voilà. Donc, c'est les deux grands aspects, on va dire, de la virtualisation qu'il faut retenir. Il y en a plein d'autres. Si jamais j'ai mon patron du marketing qui est là, il va me dire non, Pierre, tu as oublié ça. Mais on va dire, pour schématiser, c'est les deux choses qu'il faut vraiment retenir. D'accord. Alors, je vous disais, dans ce que j'avais retenu de ce début de matinée, c'est qu'on conservait, en tout cas que les entreprises conservaient généralement trop de données. Oui. Alors, comment vous adressez ce problème-là? Comment on peut justement réduire, ou en tout cas peut-être auditer, faire un audit complet de son système et décharger certaines? Je vais pas faire Roger Giquel, la France a peur, mais on va dire que pour faire simple, l'être humain ne jette rien. Moi, j'ai démarré mon activité professionnelle en 1986. J'ai encore mes salaires de 1986. Et pourtant, j'en ai fait des déménagements et j'aurais pu avoir l'occasion en fait de jeter tout ceci. Mais l'être humain ne jette rien. Et ben, si on se rapporte en fait à l'informatique, c'est exactement la même chose. Si je prends votre PC Eric, si je prends le PC de Ferdinand et si vous prenez le mien, sur 100% des données, il y a 85 à 90% des données. Une fois que je les ai enregistrées, je n'y accède plus jamais. Plus jamais. Et on peut faire, bien sûr, en fait, ce test chez toutes les personnes qui suivent ce séminaire. Donc, on garde ces données-là et on continue, bien sûr, en fait, à les sauvegarder, à rentrer dans les process, on va dire, de sécurisation de la donnée, etc. Et quelque part, en fait, à augmenter la fenêtre de backup, à prendre des décisions qui sont des décisions où on ne se pose pas la question de la criticité de la donnée. Donc, nous, notre première réponse, c'est de dire, on a une solution dans notre produit qui va scanner l'ensemble, en fait, du stockage que vous pouvez avoir à votre disposition. On va vous sortir en fait un rapport et on va vous dire, voilà, vous avez 90% de vos données, ce sont des données froides. Ce sont des données, vous les avez enregistrées il y a un an et demi, il y a 2 ans, vous y accédez plus jamais. Pourquoi vous les laissez sur votre stockage principal? C'est un stockage qui consomme énormément, qui coûte très cher en termes de support. Si jamais vous voulez faire des add-ons, ça coûte pareil en fait très cher. Et on est exactement dans un moment où on demande au DSI de faire plus avec moins. Donc, on dit intéressez-vous à la criticité de la donnée
Et avec ce scan des données où on va être capable de vous sortir un rapport, immédiatement, on va vous dire, voilà, 90% de ces données, on vous les sort directement de votre système de stockage primaire et on va les mettre sur un stockage qui est moins consommateur électrique, qui coûte beaucoup moins cher, qui est plus expansif, mais toujours pour l'utilisateur, avoir la notion aussi que la donnée est toujours disponible, toujours accessible, parce qu'il n'y a rien de pire de se dire vous êtes sûr que j'ai encore mes données? Non, non, non. L'utilisateur continuera à avoir en fait sa donnée sur son poste de travail. Il n'y a pas de problème. Il aura simplement, bien sûr, si je veux rapatrier sa donnée et s'il en a besoin, il aura peut-être un petit peu, je dirais, de temps de latence supplémentaire si jamais c'était vraiment en fait sur un stockage primaire avec bien sûr tout ce que ça veut dire en termes de technologie. Mais on met la donnée en fait là où elle s'adapte le mieux. Et en même temps, on libère les chakras puisque ça veut dire que le stockage primaire, on va vraiment l'utiliser pour les applications qu'on a réellement besoin. Donc, on va redonner de la performance à des données qui ont besoin justement en fait de cette performance-là. Et puis alors, autre chose, j'étais en train de regarder quelques infos qui étaient devant mes yeux. On a parlé de la virtualisation. On parle aussi beaucoup en ce moment de stockage objet. Le stockage objet, alors pour ceux pareils qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est encore… c'est quoi comme technologie? Vous pouvez nous expliquer? Alors, le stockage objet, en fait, vous avez trois formes de stockage possibles. Vous avez le stockage en mode bloc, vous avez le stockage en mode fichier, puis vous avez le stockage en mode objet. Le stockage objet, c'est vraiment en fait le stockage qui permet je dirais, d'archiver, de sauvegarder la majorité des datas que vous avez chez vous. Si on prend par exemple l'exemple de la voiture, aujourd'hui, si vous achetez une Tesla, dans une Tesla, vous avez un disque de 20 Tera qui est intégré dans la voiture et vous avez 20 Tera en fait de données en mode objet qui sont stockées et qui sont après d'ailleurs bien sûr répliquées dans le cloud, qui sont utilisées par un certain nombre de sociétés pour pouvoir faire des analyses sur votre temps de parcours, votre consommation, vos habitudes, etc., etc. Et donc ce stockage objet, c'est un stockage qui devient très, je dirais, consommateur de stockage en lui-même, puisque encore une fois, on génère énormément d'informations avec nos utilisations. Sachez que je crois qu'on est en 2024. En 2027, 90% des données que vous utiliserez en 2027 n'ont pas encore été créées. C'est pour vous dire en fait le côté exponentiel que l'on a en fait de la data dans nos utilisations. Et c'est pour ça qu'il faut surtout en fait essayer au maximum de pouvoir archiver et mettre en fait les données qui sont encore une fois des données intéressantes mais qui sont pas essentielles aux entreprises sur des stockages qui, eux, vont vous permettre, en fait, de mettre en adéquation cette criticité de données et puis les moyens que vous voulez mettre avec. Et je pense qu'on est exactement au bon moment, en fait, pour faire ces études-là et pour aider les entreprises à partir dans ce genre de démarche. Et c'est pour ça qu'on a ces deux solutions. Une première solution qui est là pour pouvoir permettre d'arrêter ces silos, on va dire, avec ces baies de stockage et avoir juste, en fait, une solution complète qui va permettre de donner tous les bénéfices. Et en même temps, d'avoir une autre solution qui va déporter l'ensemble des données, 85-90%. On a à peu près 2500 clients, en fait, en France. Tous ne sont pas passés en fait dans de l'archivage en mode objet, etc. Mais tous y réfléchissent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont cette réflexion de se dire comment je mets en place un archivage, on va dire rapide, et en même temps en fait je permets de moins consommer, on va dire, et en termes d'espace de stockage et en termes d'électricité. Parce que l'un des intérêts aussi de la solution, c'est qu'on a un brevet qui s'appelle d'archive et qui va permettre, comme ce sont des données froides, à partir du moment où on ne sollicite pas ces données, on met en stand-by au niveau électrique ces baies de stockage et on annule uniquement quand on en a besoin. Donc, on est capable de réduire de l'ordre de 50-60% la facture électrique, donc sur 80-85% des données de l'entreprise. C'est énorme. Donc, c'est adaptatif en fonction de la manière dont vous souhaitez accéder à vos données, c'est ça? Diagnostic. Encore une fois, premier diagnostic, on fait un mapping, on regarde ce que vous avez dans votre système de stockage, on vous sort un rapport, on vous dit voilà, toutes ces données-là, vous n'y accédez plus jamais. Nous, on vous propose de les migrer directement en fait sur cette solution qui s'appelle Swarm. Donc, l'outil le fait directement, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, en fait, on a mis en place une structure
qui va être beaucoup plus capacitive en termes de stockage, beaucoup moins coûteuse et beaucoup moins, bien sûr, énergivore. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces premiers éléments, en tout cas sur la partie stockage pur. Bien sûr, Pierre, hein, vous restez avec nous et puis vous intervenez, vous posez des questions à Ferdinand. On va passer sur le côté plus infrastructure et data center. Et je reprends, Ferdinand, la question. Alors déjà, vous allez nous présenter Moji, votre entreprise et les services que vous proposez. Et la question que je vous pose juste après, c'est, bon voilà, on reproche souvent aux data centers des gros consommateurs et d'avoir un gros impact carbone. Est-ce que c'est réellement le cas? Et surtout, qu'est-ce qui, dans un data center, est finalement le plus coûteux? Est-ce que c'est le bâtiment dont Pierre et Guillaume ont parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est le fonctionnement? Voilà, vous allez nous expliquer. Alors, en une phrase, c'est compliqué d'y répondre. Donc, moi je suis Ferdinand Chevran, je suis le fondateur de Moji. Moji, à la base, on est opérateur télécom. Donc, on tire nos propres fibres. On a du réseau à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Angoulême. Et on est en train de se déployer dans pas mal d'autres villes. Et en fait, assez vite, nous, on travaille en B2B, donc on travaille en direct avec nos clients. Et assez vite est apparu le besoin d'héberger des données qui étaient précédemment on-premise, donc sur le site du client, sur un autre site et éventuellement en data center. Donc évidemment, on a popé des data centers connus sur la place parisienne et d'ailleurs pas que parisienne, puisque en région, on passe aussi par des data centers sur la partie telco. Mais on s'est posé la question de savoir comment répondre à l'équation du data center avec les données qu'on a aujourd'hui et l'emphase qu'on met tout particulièrement sur la question de l'environnement. Donc, on a commencé à analyser un petit peu ce que c'était qu'un data center et ce que c'était que du coup les produits, mais aussi ce qu'il fallait, ce que ça nécessitait pour tourner dans des conditions opérationnelles satisfaisantes. J'ai fait une petite présentation. Est-ce que c'est le moment oui. pour moi de vous la montrer ou... Vous pouvez la partager, bien sûr. Alors, on est parti. Partager l'écran. Alors, je vais vous partager. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça apparaît que chez moi. Oui, vous voyez bien? Oui. Ok, super. Donc, en gros, quand on a fait notre petite étude, on a vite vu en fait les limites de la façon, on va dire classique, de faire un data center. Donc, c'est un refroidissement à la climatisation. C'est pas toujours un point complètement négatif. On va le voir plus tard, mais c'est quand même un point qui, de prime abord, est un problème. Donc, il y a une consommation importante d'énergie. Et puis, le bilan environnemental global est assez moyen, tant sur la partie gaz que sur la partie coût indirect de fonctionnement, puisque ça nécessite beaucoup de maintenance. Ces systèmes qui sont complexes, qui sont très précis et qui, du coup, ont un impact indirect sur l'hébergement des serveurs du data center. Le secours instantané, c'est les batteries. Donc, les batteries, c'est généralement des batteries au plomb. Ça a une durée de vie de 3 à 5 ans. Ça se climatise parce que ça supporte très mal les variations de température. Et c'est un composant qui est important dans le secours parce qu'il permet la reprise instantanée de la charge. Le problème, c'est que le coût environnemental de la batterie est loin d'être marginal dans ce contexte-là. Le secours, en général, est repris une fois que les batteries ont pris le relais sur une temporalité à 1 ou 2 minutes par des groupes qui sont généralement, et on va dire très majoritairement, diesel ou fuel. Et le problème de ces deux hydrocarbures, c'est qu'en gros, la cuve qui les contient va devoir être vidée des hydrocarbures au bout d'1 an ou 2 pour éviter que l'hydrocarbure se dégrade et qu'il ne serve plus son office de carburant de secours. Donc, il y a une consommation indirecte d'hydrocarbures, même si le data center, à la base, ne consomme que de l'électricité. Le deuxième inconvénient de cette approche, c'est d'avoir une autonomie qui est limitée sur coupure, puisqu'elle est limitée par la taille de la cuve. Alors, c'est un peu une mineure si la cuve est énorme et qu'on peut réapprovisionner, mais c'est quand même un point à considérer. Enfin, il y a un recyclage de la chaleur qui est de l'ordre de à peu près 0%. C'est-à-dire que les data centers qui recyclent la chaleur, qui est en fait le produit physique, je dirais même thermique, de l'exploitation, en fait, l'énergie se dissipe essentiellement sous forme de chaleur, très très majoritairement, et il n'y a pas de projet majeur, en tout cas pas en France, pour dire bon maintenant ça suffit, on essaye de recycler cette chaleur dans des contextes notamment de réseaux de chauffage urbain.
Alors, ça existe à la marge, mais on parle de 1% des sites peut-être. Donc, il n'y a pas de généralisation de ce type de procédé. Et enfin, pour aller sur un concept qui est un peu central, même s'il n'est pas suffisant, pour évaluer l'efficacité énergétique d'un data center, il y a une notion qui s'appelle le PUE, donc le Power Usage Effectiveness, qui permet en fait de faire le ratio entre l'énergie qui arrive au serveur et l'énergie globale qui est consommée pour alimenter ce même serveur. Donc, pour prendre un exemple simple, si on envoie 1000 watts à un serveur et que la climatisation, la transformation de l'énergie, l'ondulation consomme 500 watts pour livrer ces 1000 watts, ben, le site aura un PUE de 1,5. C'est-à-dire qu'on va consommer 50% d'énergie en plus par rapport à l'énergie qui est nécessaire pour la charge utile. Ce chiffre-là, ce n'est pas un chiffre que je vous donne au hasard parce que c'est la moyenne. C'est la moyenne de l'efficacité énergétique des data centers dans le monde, pas en France, sur leur capacité à utiliser l'énergie de façon efficiente. Donc, ce n'est pas exceptionnel. 1,5, on peut imaginer qu'on peut faire mieux. Donc nous, quand on a commencé à investir ce Ferdinand, juste un point sur un point supplémentaire sur la notion de PUE. En gros, ça va de quelle valeur à quelle valeur? Là, si c'était une moyenne, est-ce qu'il y a des data centers qui sont, je dis une bêtise, à 3 et puis d'autres à 1? Alors, je ne connais pas tous les data centers de la planète. Oui, en fait, en théorie, on pourrait dire que le maximum du maximum, c'est 3, mais là, on est vraiment sur des ratios d'efficacité qui sont vraiment très mauvais. 1, c'est la partie, en fait, c'est l'optimum théorique, puisqu'on consomme 0% d'énergie en plus par rapport à la charge serveur. C'est un peu l'équivalent de si vous mettez un serveur dans votre jardin et puis que vous mettez un câble. Bah, là, on est un PUE de 1. Bon, évidemment, les conditions opérationnelles ne seront pas idéales, mais vous n'allez pas avoir de transformation particulière. Alors attention, c'est un peu subtil parce que il y a quand même une transformation qui se fait dans le transformateur au niveau de votre point de raccordement. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous passez de la haute tension à la basse tension, vous avez une perte énergétique qu'un data center classique intègre dans son PUE, puisque lui a des transformateurs sur site. Donc, il est obligé de les intégrer dans son PUE. Mais bon, globalement, effectivement, l'optimum, c'est 1. Alors, si on twiste un petit peu le signal, si on va vers une récupération de la chaleur, le PUE, dans la définition actuelle, ne le permet pas du tout. Mais si on efface une partie du coût de l'énergie en la récupérant, on pourrait avoir un PUE inférieur à 1, en théorie. Voilà. Maintenant, ce n'est pas dans l'acceptation qu'ont les gens du PUE, ce n'est pas la définition qu'on en fait, mais si on considère l'efficacité d'une solution, il faut aussi considérer l'énergie qu'on arrive à en récupérer. Très bien, merci. Je vous laisse continuer, pardon. C'est clair, Eric? Oui, c'est clair super. Pour moi. On a, du coup, sur la base de ces constats, on a cherché à créer un data center qui règle un certain nombre de problèmes qu'on a levés. Alors, du coup, on a éliminé les batteries pour commencer, c'est-à-dire qu'on est parti sur des supercondensateurs. Donc, les batteries, pour mémoire, c'est 3 à 5 ans de durée de vie, ça se climatise et c'est des métaux lourds. Les supercaps, ça se recycle, il n'y a pas de métaux lourds, c'est des électrolytes. Et on a une durée de vie d'environ 30 ans et c'est complètement insensible aux variations de température. On peut les utiliser sous à peu près n'importe quelle condition climatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Le problème, c'est que c'est assez cher et qu'il y a moins de densité. Donc, le compromis qu'on a fait, c'est de dire on n'a pas 5 ou 10 minutes d'autonomie sur coupure, on a 1 minute d'autonomie sur coupure. Donc, on a 1 minute pour réussir à démarrer les groupes. Voilà, c'est une autonomie qu'on a considérée comme acceptable, sachant qu'on était déjà double alimenté et qu'on fait des tests régulièrement sur l'ensemble de la chaîne. Sur la question du groupe, on est parti sur une reprise gaz. Donc, en fait, le principe, c'est de dire on est branché sur le gaz de ville. Et si jamais il y a une coupure, on a une autonomie qui est virtuellement illimitée. Et si jamais il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de péremption du gaz. Puisqu'en fait, le gaz, contrairement aux hydrocarbures, il n'y a pas de date limite. Donc, on n'est pas obligé de brûler du gaz si on a toujours de l'électricité. Donc ça, c'est un point qui nous a paru très important et dont les data centers parlent peu. C'est dire on ne brûle pas de fossiles quand on n'a pas de coupure d'énergie. Voilà. Et d'ailleurs, si on devait faire de l'effacement, comme en font certains data centers, on le ferait dans des conditions environnementales qui sont meilleures, parce que le gaz est généralement admis comme un pis-aller vis-à-vis des hydrocarbures. Bon, sur le refroidissement, sur Moji 1, on n'a pas de clim. Donc, on est en refroidissement purement à air, et sur les périodes de pic de température, on a un refroidissement adiabatique, c'est-à-dire qu'on va micro-pulvériser de l'eau
on va perdre environ 10 degrés de température à l'admission. On va gagner environ 10% de taux d'humidité, mais bon, à l'échelle des taux d'hygrométrie, des périodes où il fait plus de 28 degrés, on n'est pas du tout embêté au niveau des machines. Et on va consommer à l'année environ 100 mètres cubes. Donc, c'est un petit data center, il y a 72 baies. C'était notre premier data center, mais même rapporté par baie, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va consommer globalement à peu près 1 mètre cube par baie, un peu plus. Pour vous donner un ordre de comparaison, 100 mètres cubes, c'est ce que va consommer un foyer de 2 personnes à la maison. Voilà, donc c'est à l'échelle d'un gros data center où il y a 72 baies et donc autant d'entreprises, on considère que c'est un impact qui est tout à fait acceptable. Sachant que l'eau ne disparaît pas, elle s'évapore. Ce n'est pas non plus une perte sèche. Voilà. En termes de PUE, donc rappelez-vous, hein, la moyenne des data centers, c'est 1,5. Donc pour 1000 watts envoyés aux machines, il y a 500 watts qui sont consommés. Nous, on a réussi à diviser la charge par 5. C'est-à-dire qu'en enlevant la clim et en travaillant sur l'optimisation des flux d'air, et je ne parle même pas de la récupération de chaleur, hein, je parle vraiment de la partie purement efficacité énergétique dans sa définition la plus stricte, on a réussi à diminuer de façon drastique les pertes sur la partie exploitation. Donc c'est considérable, hein, ce n'est pas du tout une petite économie, on divise par 5, où on perd 33% si on regarde au global, mais si on regarde strictement sur les chaînes de transformation et de facilities d'un data center, la performance est notable. C'est uniquement possible si on enlève la clim. Si on rajoute la clim, on serait aujourd'hui sur un data center bien fait à 1,3, pour vous donner un petit peu une comparaison un peu faire. Donc on a divisé par 3 par rapport à une clim classique, par une clim moderne et très performante, la consommation d'énergie. Bon, il y a aussi la question de l'ondulation qui rentre en compte, mais c'est quand même principalement des sujets au niveau de la clim. On a un recyclage de 30% de la chaleur, c'est-à-dire que le data center est accolé à nos locaux et nos locaux sont 100% chauffés avec le data center. Alors, c'est possible de le faire à l'air parce qu'il y a une proximité géographique immédiate, donc c'est très facile pour nous de transporter l'air chaud sur 10 mètres et de le distribuer dans le bâtiment. Ça va nous amener au problème de la mise à l'échelle, c'est qu'en gros, dès qu'on est sur des échelles de puissance qui vont dépasser le tarif jaune, c'est-à-dire 240 kW, kVA pour être précis, on va avoir un problème, c'est que c'est impossible de recycler l'énergie sous forme, enfin de transporter l'énergie, la chaleur particulièrement, sous forme d'air, et particulièrement sur des longues distances. Et un data center aujourd'hui, de façon très très majoritaire, il va fonctionner avec de l'air. Donc on va récupérer le byproduct du process d'hébergement des serveurs, ça va être de l'air à 35 degrés hein, dans un data center classique. Donc on va avoir un problème. C'est que si on veut recycler la chaleur, on va avoir un paradoxe. On va être obligé d'aller vers d'autres types de solutions que la solution la plus efficace, qui est le free cooling, hein, la solution qu'on a employée sur Meulien. Hop. Donc là, il y a un floor plan un petit peu qui vous donne un peu une idée de la topologie du data center. Vous avez l'air qui rentre dans le couloir principal qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je pense que oui. Oui. Vous avez les baies qui sont stockées de façon longitudinale. Elles sont dans des conteneurs maritimes, pour l'anecdote. Et il y a un couloir froid, un couloir chaud. Et à l'extraction, donc on a une admission qui est collective avec des gros moteurs qui sont pilotés collectivement. Tout est doublé hein, sur le data center, les sondes de température, les moteurs, l'énergie, le réseau évidemment. Tout est absolument ce qu'on appelle en 2N, hein, donc il y a 2 chaînes de production pour chacun des rôles, des usages. Et vous avez à l'extraction derrière chaque baie, vous avez une sonde de température et un moteur d'extraction qui est piloté de façon individuelle, de manière à évacuer la chaleur exactement là où elle est. Contrairement à un data center classique où la chaleur, elle est collectée, disons que c'est plutôt, on raisonne par l'inverse, on va injecter de l'air froid ou pas en mettant une dalle de faux plancher perforée aux endroits où il y a des serveurs, mais on est incapable de réguler de façon très fine le déplacement des masses d'air chaud. Donc ni même d'air froid d'ailleurs. Donc nous, on a vraiment raisonné comme ça pour optimiser le PUE, le résultat là, hein, la performance qu'on a en PUE est vraiment exceptionnelle. Hop. Donc, pour passer à l'échelle, Meulien, c'est un data center qu'on a commercialisé en 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on est une boîte indépendante, on pensait vendre une baie par mois, on en a vendu 4 ou 5 fois plus. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un Moji 2 qui est la même chose que Meulien, parce que sinon, dans 1 an, on se retrouve avec le même problème. Donc, on a cherché à passer à l'échelle, et en passant à l'échelle, on s'est heurté au problème hein, dont on a parlé à l'instant, qui est de dire,
si on doit passer sur une échelle de 4 MW, par exemple, c'est-à-dire 20 fois plus que Modi 1, comment on fait en sorte que l'énergie soit recyclée, sachant qu'on ne va pas avoir des locaux qui vont être 20 fois plus grands à porter pour chauffer, quoi. Donc, le sujet, et on va le voir un petit peu après, ça va être de se raccorder à un réseau de chaleur et de le faire dans des conditions de rendement qui soient soutenables. Si on récupérait l'énergie, ça coûte autant que de la produire, en fait, ce n'est pas très intéressant. Voilà, alors c'est un data center qui, lui, est 100% en conteneur. Donc là, ça vous donne un peu une coupe de l'idée. Donc on est vraiment resté sur l'idée des conteneurs qui est quelque chose de très pratique. Dans un contexte de bâtiment, sur le cycle de vie, c'est intéressant aussi parce que ça permet de recycler le bâtiment à la fin du cycle de vie, contrairement à un bâtiment en béton. Là, on n'a pas de béton. Au-dessus du radier, au-dessus de la dalle, il n'y a plus de béton. Donc ça, en termes d'environnement, pareil, on a essayé de travailler sur l'usage à long terme des ressources sur le data center lui-même. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un gros facteur de charge, contrairement à un toit d'entrepôt qui ne porte pas grand-chose, puisque un conteneur, ça porte 200 tonnes aux 4 coins. Donc, si vous multipliez par le nombre de piles de conteneurs qu'il y a dans le bâtiment, en fait, on a une dalle qui est très portante et on a la capacité de restituer l'espace au toit pour la collectivité, puisque c'est un projet qu'on fait en collaboration avec une collectivité avec qui on discute de façon assez étroite. On est un peu sur le finish du projet. Voilà, donc ça, c'est une vue de haut. Hein. Vous avez un petit peu une idée. Vous avez la production qui se retrouve dans les conteneurs au centre. Vous avez la zone froide qui est à l'extérieur. On récupère l'air chaud dans la cheminée centrale et on évacue l'air chaud par le toit et il y a un échangeur ici pour récupérer les calories au passage. Voilà, donc ça, c'est quelques vues de l'intérieur. Alors, c'est un data center qui est assez aveugle, mais comme tous les data centers. Et c'est là où on arrive vers les concepts un peu physiques. C'est-à-dire que si les data centers ne récupèrent pas l'énergie, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, il y a beaucoup de mauvaises raisons, mais il y en a quand même une bonne. C'est que c'est assez difficile de récupérer de l'énergie sur des grosses échelles de puissance, sur des rendements qui soient corrects en air. Aujourd'hui, si on restait en air, le principe, c'est qu'on aurait un air à 35. Si on avait une clim, en fait, ce qui est l'équivalent d'une pompe à chaleur, on serait capable de monter, peut-être de récupérer de l'eau à 50, mais avec une consommation d'énergie supplémentaire. Et du coup, le coût de production de l'eau à 50 serait supérieur à ce qu'un réseau de chaleur arrive à faire généralement avec typiquement des forages, avec des byproducts industriels, tout ça. Donc, on a un vrai problème sur l'équation économique de récupérer la chaleur. C'est-à-dire qu'on arrive à une équation économique qui est globalement négative alors qu'on récupère quand même 4 MW de chaleur. Donc, il y a une autre solution qu'on va mettre en place et qui correspond aussi à une attente du marché qui est le besoin de plus de densité au niveau des serveurs, puisque les serveurs deviennent de plus en plus denses en termes d'énergie. Les CPU, aujourd'hui, consomment un CPU high-end pour faire du HPC ou pour faire des calculs un peu sérieux. Il va consommer 350 watts versus 100 watts il y a 5 ans. Et c'est pareil pour les GPU. Les GPU, il y a une tendance à l'explosion de la consommation parce qu'on a du mal à augmenter et l'efficacité de la puce et les rendements. Donc, c'est des vrais sujets. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet d'aller vers un autre médium que l'air pour le refroidissement, qui est une huile diélectrique. Hein. Donc, on va immerger les serveurs dans un bain d'huile. Et là, c'est génial parce qu'on va récupérer une huile à 50. Et du coup, on va être capable, peut-être même un peu plus, peut-être 55, et on va être capable avec un simple échangeur à plaques, sans aucune perte liée à la pompe à chaleur, de donner sur des réseaux, on va dire en moyenne température, de restituer la chaleur sans transformation. Et du coup, Modi 2, c'est un data center qui va être hybride. Il va y avoir à la fois de la charge à l'air pour des procédés qui ne peuvent pas être en immersion, et des clients qui sont un peu conservateurs, et à la fois de la charge en immersion pour les clients qui vont avoir des charges un peu denses, et pour les clients qui vont avoir un souci de récupérer l'énergie à la sortie. Évidemment, les coûts d'hébergement ne seront pas les mêmes. On tiendra compte de cette capacité à récupérer l'énergie sur la facturation du service. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu
un panel. Alors, c'est un peu c'est pas du name shaming parce que on parle quand même d'acteurs qui sont très sérieux, qui ont des data centers qui sont très sérieux et qui marchent très bien, mais on a cherché à se comparer aux data centers les plus vertueux des grands noms du secteur. Donc, j'ai comparé Moji 2 et Skyway DC5 qui, en fait, a la forme, enfin, qui est très proche de Moji 1, Skyway DC5, parce que c'est du free cooling direct avec de l'adiabatique. PA10, il y a une récupération de chaleur, et Telehouse 3, il n'y a pas de récupération de chaleur, mais il y a un bon PE. Et en fait, sur l'ensemble des critères qu'on a identifiés initialement, c'est-à-dire les batteries, la question de la consommation invisible mais bien réelle du diesel et du fuel de façon régulière, la question de la climatisation, la question de la récupération de la chaleur et la question de la recyclabilité du bâtiment. Et Moji 2 coche toutes les cases, là où des data centers un petit peu majeurs du secteur aujourd'hui n'en cochent qu'une ou deux. Et en fait, c'est vraiment pour moi le sujet, il est là, c'est que le numérique, il faut optimiser la charge, il faut virtualiser, il faut éteindre les machines qui ne servent pas, il faut évidemment regarder si toutes les données sont utiles. Mais quand on a fait ce travail-là, il reste l'infrastructure, et ce travail d'infrastructure, c'est aux opérateurs de data center de le faire. Et nous, on a relevé le gant. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si c'est une question. Alors, moi j'en ai une dernière, une pour conclure. C'est qu'on a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Pierre qui en parlait, d'utiliser le stockage sur bande magnétique pour l'archivage. Est-ce que vous pensez que justement c'est une solution qui est éco-responsable, qui est intéressante Alors là, je m'adresse à vous deux, stockage sur bande LTO, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Pierre, le stockage sur bande. Le stockage sur bande, en fait, le gros avantage, c'est que c'est transportable, c'est très peu cher, bien évidemment. Le gros inconvénient du stockage sur bande, c'est que c'est un média qui s'altère avec le temps. Je pense qu'on a tous des cassettes VHS, par exemple. Quand je regarde mes Disney avec mes cassettes VHS il y a 20 ans et aujourd'hui, on perd de toute façon en fait en qualité. Alors ceci étant, en fait, faut les conserver puisque j'ai cru comprendre en fait que ça allait valoir une fortune dans les années à venir. Donc ça, c'est pour faire la petite parenthèse. Mais surtout aussi, le stockage sur bande, ça veut dire aussi qu'il faut conserver les lecteurs. Et pour petite anecdote, nous on a travaillé sur un gros projet en fait de migration de bande en fait vers du disque. Il y a de ça à peu près 2 ans, et on s'est aperçu en fait qu'il y avait encore pour ceux qui s'en souviennent, des DAT. Alors les DAT en fait c'était vraiment en fait les cassettes qui étaient pas très grosses. Il y avait 3 types de formats. Il y avait le DDS1, le DDS2, le DDS3. On n'a plus trouvé de lecteur de DDS2 et donc en fait automatiquement on a eu de grosses difficultés en fait à récupérer des bandes en fait tout simplement faute de lecteur, quoi. Voilà. Donc nous on part du principe, en plus c'est un média qui est un média passif, puisqu'en fait généralement il se retrouve dans un robot, on peut croiser les doigts des fois pour se dire pourvu en fait que les données soient encore là. Le gros avantage du disque aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement capacitif et qu'aujourd'hui, en fait, on peut stocker maintenant un stockage énorme sur des disques à très grosse densité. Donc, je pense que automatiquement, même si le LTO reste toujours en fait un média intéressant à plein de niveaux, parce qu'encore une fois c'est très peu cher, c'est transportable, c'est facilement sécurisable, etc. Je pense qu'il arrive à un moment donné aussi où il faut essayer d'avoir ces données en ligne, et rien ne vaut de les avoir en fait sur des disques. Donc quand on migre en fait ces données vers un stockage, je dirais, plus capacitif et moins performant, bien évidemment, l'utilisateur continue en fait de voir son fichier et il peut le récupérer à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un luxe que vous pouvez avoir quand vous avez des technologies disques que vous n'avez pas quand vous avez de la bande. Ferdinand, un complément peut-être à cette question? Alors, moi, je suis assez pro LTO, même si c'est une technologie qui a mon âge. C'est une technologie qu'on voit assez peu, alors peut-être plus dans le monde de l'archive, des archives et tout ça, mais nous, on est plus sur la partie IT historiquement. C'est une technologie qui est assez complexe à faire à petite échelle. Elle a pas mal de contraintes de conservation. La question des lecteurs, c'est un problème, mais en fait, maintenant, le
le sujet, le LTO, c'est quand même un standard à peu près absolu. Il y a une rétrocompatibilité sur 3 générations de mémoire. Bon, moi, la question des lecteurs m'inquiète un peu moins sur le long terme. Ce qui est intéressant dans le média LTO, c'est que déjà, en termes d'environnement, bon, Pierre l'a dit, hein, et a raison, c'est un média qui ne consomme pas d'énergie quand il est éteint. Ça, c'est très intéressant, mais c'est vraiment très intéressant. C'est le seul contexte où on peut garder de la donnée sans se dire, bon, à un moment, il faudra que je l'efface. Là, non. Sur la question de la densité, les technologies évoluent en même temps que les disques durs, parce que ça reste des bandes magnétiques dans les cas, en tout cas des supports magnétiques. Donc, il y a un petit peu une course entre les disques durs et les bandes, mais bon, globalement, le stockage sur bande reste, en termes économiques, bien plus intéressant. De mémoire, il y a un facteur 3, si on raisonne purement en termes une bande, un disque, même si le sujet est un peu plus complexe que ça. Et il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est que la bande ne comporte pas d'électronique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez stocker énormément de données sur bande, contrairement au disque, où vous avez toute l'électronique pour gérer les plateaux, tout ça, ben en fait, le coût de fabrication de la bande, ça va être une case en plastique et la bande elle-même, et un ressort. Et du coup, ça, sur des grosses volumétries de données, c'est très intéressant si on parle précisément, hein, comme le disait Pierre en introduction, des 90% de données auxquelles on n'accède plus après 1 an. Et je ne vous parle pas des données auxquelles on n'accède plus après 4 ans. Donc, le sujet, c'est de dire, la donnée, on ne sait pas s'il faut l'effacer ou pas. C'est un vrai défi. Et d'ailleurs, dans le cas des métiers d'archivage, il ne faut pas l'effacer précisément. Mais du coup, notre capacité à dire, OK, on est capable de stocker sur la très longue durée, sans consommer d'énergie, et avec une empreinte environnementale qui est minimale à la fabrication, c'est-à-dire la fabrication de la bande, puisqu'un lecteur va avoir passé plein de bandes, hein, je ne compte même pas le lecteur, c'est très intéressant. Et je pense que nous, on travaille sur une offre LTO, et je pense que le LTO n'a pas du tout dit son dernier mot. Il y a encore beaucoup de choses à faire en LTO. Le disque est intéressant pour de la donnée tiède, pour de la donnée chaude. Le SSD est très intéressant pour de la donnée chaude. Dès qu'on parle de données qui sont plus accédées, le LTO est incontournable pour moi. Et il est un peu mal aimé, mais il ne devrait pas parce qu'il n'y a pas d'alternative au LTO sur les ordres de prix et d'empreinte environnementale dont on parle. Voilà. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions du stockage, des technologies de stockage et puis sur les infrastructures et leur impact environnemental. Merci à tous les deux. En ce qui nous concerne, on se retrouve à 14h pour une... Voilà, on se retrouve à 14h pour une conférence qui est orientée recyclage, reconditionnement et remanufacturing avec Fabien Carré. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure. Au revoir Pierre et au revoir Ferdinand. À une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir Eric.